Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro hors série de marché et stratégie. Alors, on ne va pas parler de marché et de tendance aujourd'hui, mais on va plutôt se focaliser sur une donnée, une actualité, un événement, un phénomène qui est en train de toucher plusieurs secteurs, dont celui de la gestion d'actifs et au Maroc. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Et pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Younes El-Bacha, qui est directeur en charge de la gestion actions diversifiées et international au sein de RedMed Asset Management. Younes, bonjour. Bonjour Adil. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet qui est très intéressant. Alors, on va parler de l'IA de manière générale, mais on va parler des usages de l'IA dans le secteur de la gestion d'actifs et on va parler du cas RedMed Asset Management et vous nous expliquerez en deuxième partie de l'émission comment vous commencez à intégrer l'IA dans vos activités quotidiennes. Alors, en préparant l'émission avec vous, Younes, vous avez dit, c'est vrai que l'IA, on en entend un peu parler partout, tout le temps, quotidiennement dans la presse, mais il faut absolument définir quelques termes qui faciliteront aux internautes qui ne sont pas au fait du sujet de suivre votre raisonnement par la suite. Et donc c'est ma première question, Younes El-Bacha, de quoi parlons-nous lorsqu'on parle d'IA? Donc bonjour Adil, d'abord merci pour ton invitation. Peut-être avant d'expliquer c'est quoi l'IA, j'aimerais parler d'abord de l'engouement actuel, donc l'engouement incroyable que suscite l'IA aujourd'hui à travers le monde. Donc cet engouement touche à peu près tous les domaines sans exception. Et si je peux dire, la gestion d'actifs n'échappe pas à cette tornade. Et la raison est simple. Donc la raison, c'est que l'IA aujourd'hui est au cœur de toutes les innovations et elle nous donne des résultats incroyables. Un chiffre, un rapport qui démontre tout ça, c'est le rapport qui est sorti en début d'année, en 2024, qui dit que 90% des gestionnaires à travers le monde utilisent ou prévoient d'utiliser l'IA dans un avenir proche. Et ce chiffre n'était que de 40% en 2019. Donc une autre raison qui explique le succès de l'IA dans la gestion d'actifs, c'est le bon mariage entre la gestion et l'IA. Dans la mesure où l'IA a besoin de données fiables et en grande quantité pour qu'elle soit performante. Et la gestion d'actifs dispose de ces données-là et donc ce qui explique un peu les résultats qu'on peut obtenir. L'IA, pour faire simple, c'est un programme qui essaye d'imiter, je dis bien d'imiter l'intelligence humaine à travers des algorithmes de calcul. Bon, c'est vrai, le reproche qu'on entend souvent, c'est que l'IA utilise des algorithmes complexes, d'où le désintérêt qu'on peut avoir pour ces technologies. Le manque de compréhension des résultats obtenus peut créer ce désintérêt ou peut créer cette réticence des investisseurs pour ces technologies. Donc la réflexion qu'on a eue au sein de RedMed Asset Management est de dire est-ce qu'on peut faire de l'IA d'une manière simple. Ça veut dire que lorsqu'on aura des résultats, on pourra les expliquer. Donc la réponse est oui. Donc peut-être on aura l'occasion tout à l'heure de voir quelques exemples. Mais la réponse est oui, donc on peut faire l'IA d'une manière très très simple. 90% des gérants, vous le dites, 90% envisagent de le faire. Vous avez déjà commencé à le faire et vous nous raconterez votre expérience tout à l'heure. Alors, très concrètement, comment ça marche? L'IA fait appel à 3 types de technologies. Donc tout à l'heure, tu as dit qu'on va expliquer un peu et on va vulgariser quelques termes parce qu'on va les utiliser après. Donc premièrement, il fait appel à la technologie machine learning, donc en français c'est l'apprentissage automatique. Donc c'est quoi concrètement? C'est des modèles qui sont capables de lire, d'analyser une quantité importante de données et surtout d'apprendre à partir de celles-ci pour pouvoir trouver une suite logique qui permet de faire des prédictions. D'accord. Donc peut-être on va prendre l'exemple connu du chat qui peut illustrer tout ça. Donc on va montrer à la machine des images de chats. Okay. Et on va lui dire fais attention à quelques caractéristiques. Exemple, les oreilles pointues et la moustache. Donc les modèles de machine learning sont capables de détecter et d'apprendre à partir de ces caractéristiques-là. Et c'est ce qui va nous permettre à la machine de pouvoir identifier ces photos en question. Donc la deuxième technologie, c'est le deep learning.
donc c'est l'apprentissage profond. Ça reprend le même principe que le machine learning, mais donc c'est un peu plus avancé. Donc si on reprend notre exemple du chat, donc cette fois on va montrer les photos de chat à la machine, mais sans lui spécifier les caractéristiques. Donc la machine va demander beaucoup plus de données pour pouvoir identifier ces caractéristiques-là toute seule. Et elle va utiliser ces caractéristiques-là, à savoir les oreilles pointues, pour pouvoir après identifier ces photos en question. Donc pour donner une définition du deep learning, c'est, donc, comme j'ai dit, elle reprend le principe du machine learning, mais avec plusieurs couches de machine learning. Donc les décisions prises lors de la première couche, donc à savoir les oreilles pointues et la moustache, vont constituer l'input pour la décision suivante. Et la succession de ces décisions, le cheminement de ces décisions, c'est ce qu'on appelle dans le domaine de l'intelligence artificielle les réseaux de neurones. Donc ils sont énormément utilisés dans le deep learning et il y a bien sûr plusieurs types de réseaux de neurones. Donc on n'aura pas le temps d'expliquer et de rentrer dans le détail. Et excusez-moi, et ça donne des résultats meilleurs que le machine learning? Oui, en fait, il y a deux types d'utilisation entre le machine learning et le deep learning. Donc, pour des trucs simples, donc on va utiliser le machine learning. Pour des trucs beaucoup plus compliqués, comme analyser des images, de la voix et tout, donc on va être plus sur du deep learning et pas sur du machine learning. Très bien. Donc, le machine learning, pour faire simple, il va utiliser un réseau de neurones. Pour le deep learning, c'est plusieurs réseaux de neurones. Donc, ça reproduit un peu le raisonnement du cerveau humain. Il y en a un troisième, c'est la technologie NLP, oui. Donc c'est le traitement du langage naturel. Cette technologie permet aux ordinateurs de comprendre le langage humain. Donc cette technologie permet de transformer le texte en chiffres et les modèles utilisent ces chiffres-là pour décortiquer le texte et répondre. Donc un exemple très simple, c'est donc, quand on demande à notre téléphone quel temps fera-t-il demain, il va utiliser la technologie NLP pour pouvoir traduire ce texte et pouvoir l'analyser et répondre à la personne. Pour entrer dans le vif du sujet, les usages de l'IA dans la gestion d'actifs de manière générale? Les usages sont multiples. Donc, je vais en citer quelques-uns. Donc, le premier, pour moi, le plus important, c'est l'analyse de données et la prévision de marché. Donc c'est l'usage qu'on a expérimenté au sein de RedMed et ça donne des résultats intéressants. C'est des machines qui sont capables, donc comme j'ai dit, d'analyser des données en quantité importante, des données historiques et même des données en temps réel. Et donc ils sont capables de donner des tendances marché et fournir des signaux d'achat et de vente. Donc, voilà la première utilisation. Pour la deuxième, je dirais, c'est dans le domaine de la gestion de portefeuille. Aujourd'hui, on a des modèles d'optimisation de portefeuille qui font appel à quelques paramètres et qui sont résolus à travers des solvers simples. L'IA est capable d'améliorer ces modèles d'optimisation en incluant beaucoup plus de paramètres qui demandent un traitement de données beaucoup plus élevé et de manière simultanée. Troisième utilisation, je dirais dans la gestion des risques. Donc là encore, donc le domaine est très varié, mais je prendrai juste un premier exemple, c'est le stress test. Donc l'IA est capable de simuler, de modéliser énormément de scénarios et de voir leur impact sur la gestion de portefeuille. Quatrième utilisation, et là je trouve qu'elle est intéressante aussi, c'est l'analyse des sentiments marché. Donc à travers la NLP qu'on vient d'expliquer, cette technologie est capable d'analyser toutes les sources médiatiques possibles en temps réel et donner ce sentiment marché, ce sentiment investisseur. Dernière utilisation, je dirais, c'est donc l'amélioration de l'expérience client, donc à travers tout ce qui est chatbot, robot advisor, donc qui permet d'accompagner les clients dans leur investissement en fonction de leur profil de risque. Là, ça inclut le reporting, ce genre de choses? Moi, je dirais tout ce qui est automatisation de reporting et tout ça, ça rentre plus dans le domaine de la digitalisation plus que de l'IA. Donc l'IA, c'est un truc qui va demander à la machine de comprendre un peu et de raisonner avant de donner une réponse.
Mais pour tout ce qui est automatisation des reporting, je pense que ça rentre plutôt dans le domaine de la digitalisation. Si on regarde maintenant le cas RedMed Asset Management, alors vous venez de l'expliquer, Younes, vous l'utilisez plus dans des modèles de prévision de marché, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Donc on a essayé d'intégrer progressivement l'IA dans notre gestion et plus précisément dans notre processus d'investissement. Donc l'IA vient un peu compléter le processus actuel, à savoir améliorer notre, si on peut dire ça, le facteur momentum, à savoir la détection de tendances. Et aussi améliorer notre market timing, à savoir optimiser les points d'entrée et de sortie. Donc l'IA constitue donc un outil précieux d'aide à la prise de décision. Mais donc on reste convaincu qu'il faut un bon dosage entre l'analyse fondamentale, donc qui est le cœur de notre métier et qui donne des tendances long terme, et l'analyse technique via l'IA qui donne des tendances plus court terme. Pour répondre à ta question, comment on a intégré concrètement donc l'IA dans notre gestion, d'abord on a travaillé sur deux volets. Donc le premier, c'est l'IA prédictive. Donc on peut le dire, aujourd'hui on est à un stade opérationnel, et l'IA générative qui est toujours en phase de test. Donc pour ce qui est de l'IA prédictive, et bon, je voulais juste rappeler que ces deux IA donc, vont permettre donc, de mieux comprendre et d'optimiser notre analyse technique et notre analyse comportementale. D'accord. Donc pour ce qui est de l'IA prédictive, donc, comme on l'a dit, c'est des algorithmes de calcul donc, qui vont nous permettre d'identifier des tendances et des signaux d'achat et de vente. Donc pour comprendre l'intérêt, pour comprendre l'apport et la valeur ajoutée de l'IA dans tout ça, j'aimerais juste rappeler un peu ce qu'on faisait avant. Oui. Donc avant, pour détecter les tendances et les signaux d'achat et de vente, donc on faisait appel à l'analyse quantitative, comme tu le sais très bien Adil, à travers des indicateurs techniques, type MACD, RSI, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces indicateurs font appel à des paramétrages. Ce qu'on trouve aujourd'hui sur les sites internet, c'est pas sur les sites internet, mais sur les sites de trading, c'est des paramétrages par défaut. Oui. On s'est rendu compte que ces paramétrages par défaut ne sont pas forcément les meilleurs pour chaque valeur. Donc l'IA nous a permis donc, de backtester historiquement tous les paramètres possibles sur toutes les valeurs et sur tous les indicateurs. Donc l'IA nous a permis donc, de trouver le paramétrage optimal, et c'est à partir de ce paramètre-là qu'on va se baser pour la détection des futures tendances. Maintenant sur la partie générative. Exactement. Donc pour ce qui est du volet IA générative, donc elle est basée sur la technologie NLP qu'on a expliqué tout à l'heure. Et cette technologie va nous permettre de comprendre un peu le comportement du marché, de comprendre un peu les conventions de notre marché. Donc peut-être je vais rappeler c'est quoi la théorie des conventions. C'est une théorie qui explique comment les investisseurs adoptent des règles et des habitudes communes pour décider quand acheter et vendre une action. Pour faire simple, c'est comme si tout le monde suivait des règles de jeu invisibles pour savoir quand acheter et vendre. Donc un exemple très simple, s'il y a une convention sur un marché qui dit que le prix est basé sur les bénéfices, lorsque la société sort des bénéfices supérieurs aux attentes, donc les investisseurs vont acheter l'action et l'action va monter. Et donc comme j'ai dit, la NLP va permettre d'analyser toutes les sources médiatiques en temps réel, en commençant par les sites d'internet avec toutes les news sur les valeurs, les résultats des sociétés, les rapports financiers, etc. Et aussi les réseaux sociaux pour analyser les commentaires des investisseurs actifs et donner ce sentiment marché, ce sentiment investisseur, analyser un bruit médiatique, si on peut dire ça, un bruit médiatique sur une valeur. Et tout ça va permettre aux gérants de comprendre comment fonctionne son marché et l'aider à prendre ses décisions.
Et ça, chez vous, c'est en test actuellement. Exactement. Et est-ce que les premiers résultats vous semblent concluants? Oui. Alors, juste pour récapituler et bien comprendre, donc, si on voulait caricaturer un peu votre quotidien Younes Bacha, donc vous allez faire votre analyse fondamentale et financière classique. Et ensuite, pour détecter les bons moments pour entrer et sortir sur le marché, là, c'est l'IA qui vous a aidé à avoir les bons paramétrages, les bons timings. Et il y a une autre partie sur laquelle vous travaillez, n'est-ce pas, qui est, elle, plus basée sur ce que vous avez appelé les bruits médiatiques, qui va vous dire attention, il y a une excitation sur telle ou telle valeur. Est-ce que je résume bien? Oui, oui, effectivement. Donc, la première, donc, le premier volet nous a permis juste d'améliorer, parce qu'on le faisait avant, mais surtout d'améliorer l'analyse technique qu'on faisait, donc sur les indicateurs techniques surtout, donc améliorer le paramétrage. Et la deuxième, c'est surtout comprendre comment réagit notre marché, et c'est plutôt de l'analyse comportementale. Et voilà, donc ça inclut le bruit, ça inclut le bruit médiatique, mais pas que ça. Mais pas que ça. Alors, excusez-moi, je vous cuisine parce que c'est la première fois que j'ai un gérant d'actifs devant moi qui utilise l'IA et c'est un sujet vraiment très passionnant. Est-ce que vous, à travers votre expérience, vous avez plusieurs années sur le marché, vous avez senti, par exemple sur la partie analyse technique, un avantage compétitif par rapport à ce que vous faisiez avant en utilisant l'IA? Vous le ressentez cet avantage? Oui, clairement, Adi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on s'est rendu compte que le paramétrage par défaut n'est pas forcément le meilleur. Donc, ça nous arrivait d'arranger le paramétrage et j'ai déjà eu l'occasion de t'en parler. Mais donc, on ne peut pas faire ça sur toutes les valeurs, sur tous les indicateurs. Donc, l'IA vraiment est venue juste pour améliorer donc, ce paramétrage-là et ça donne des résultats très intéressants. Donc, comme je l'ai dit au départ, donc, on ne voulait pas faire de l'IA juste pour faire de l'IA. Donc, on a essayé de faire de l'IA de manière simple dans la mesure où elle peut nous aider sur nos prises de décision. Alors, le marché marocain manque un peu de profondeur, hein, il faut le dire. La liquidité n'est pas toujours au rendez-vous. Est-ce que ça ne perturbe pas les résultats de votre utilisation de l'IA? Oui, donc la liquidité donc, a un impact important sur le résultat de l'IA dans la mesure où donc, l'IA, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a besoin de données fiables et en grande quantité. Et lorsque le marché n'est pas très liquide, ne dispose pas donc, de données importantes et les données ne sont pas fiables. Donc oui, la liquidité impacte les résultats de l'IA. Alors, en parlant de la liquidité, quels sont les éléments peut-être dont vous auriez besoin d'avoir un peu plus pour justement améliorer les résultats? Quand on parle de liquidité, vous parlez de quoi exactement? Est-ce que c'est des sujets liés au volume ou oui, donc c'est un peu de tout ça. Donc premièrement, c'est une question de données, donc une disponibilité de données, une valeur qui ne traite pas tous les jours, donc on n'a pas assez d'historique. Aussi, donc c'est une question de profondeur de marché, profondeur de carnet, parce qu'on peut avoir une valeur qui est liquide, mais qui ne dispose pas de profondeur de carnet. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'analyse comportementale. Donc, à l'international, cette partie d'IA générative est reliée avec du trading algorithmique. Donc, une fois qu'on a détecté un bruit médiatique sur une valeur, donc automatiquement, l'algorithme va exécuter un ordre en bourse. Donc aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas le faire sur notre marché parce que même si la valeur, comme j'ai dit, est liquide, on n'a pas de profondeur de carnet. Donc on ne peut pas relier l'IA générative avec l'exécution automatique sur le carnet. Donc, et ça répond à ta question sur la liquidité. Effectivement, et donc c'est peut-être important de le rappeler, même si la machine peut donner des résultats ou des suggestions, vous restez le maître à bord, vous restez celui qui appuie sur le bouton et l'IA pour le moment ne peut pas remplacer le travail humain. Exactement, donc c'est comme je dit tout à l'heure, c'est juste un outil d'aide à la prise de décision. Et ce n'est pas du tout donc, du trading algorithmique à 100%. Ok, alors on a presque fini Younes Bacha et je vous remercie d'avance pour votre temps. Quelles sont les limites et les risques liés à cette technologie aujourd'hui? Donc pour ce qui est des limites, premièrement, donc, on l'a bien compris je pense, c'est la qualité et la disponibilité des données. Donc je pense que c'est des prérequis pour l'IA. Donc plus on a des données qui sont fiables, plus les résultats sont bons.
Deuxième limite, je dirais, c'est la complexité des modèles. Donc surtout les modèles qui font appel au deep learning. Le manque de compréhension, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut créer une certaine réticence. Troisième limite, je dirais le coût et la ressource. Donc parfois, le recours à l'intelligence artificielle demande un investissement important dans le matériel et surtout trouver les bonnes personnes qualifiées pour travailler sur le sujet. Ouais, d'ailleurs, ça allait être ma prochaine question. Concernant les ressources, notamment humaines, j'imagine que vous êtes un professionnel de la finance, de la gestion d'actifs, mais là, il y a un volet technologique très important. Est-ce que vous êtes bien entouré pour le faire? On a besoin, bien sûr, d'ingénieurs en informatique, donc des quants, pour pouvoir donc, travailler sur toute la partie modélisation. Mais donc, il faut toujours avoir ces deux compétences, à la fois informatique et financière, pour pouvoir sortir un truc intéressant. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup Younes El Bacha pour cette première lecture qu'on a sur l'utilisation de l'IA au Maroc. Je ne sais pas s'il y a des mots que vous voulez dire peut-être par rapport à tout cela pour clôturer. D'abord, je te remercie pour ton invitation. Le plaisir est pour moi. Et donc j'aimerais remercier aussi toutes les équipes qui ont travaillé avec moi sur le sujet. Donc je suis là en train de présenter le sujet, mais il faut savoir qu'il y a des personnes derrière qui ont travaillé aussi sur le sujet. Et je voulais juste les remercier pour ça. Très bien, je pense que le message est passé. Younes El Bacha, je rappelle que vous êtes directeur en charge de la gestion Action Diversifiée Internationale chez RedMed Asset Management. Et j'espère qu'on pourra faire le point dans quelques mois, peut-être sur les développements de l'IA et son utilisation chez vous. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a d'autres chantiers sur lesquels vous êtes en train de travailler actuellement. L'IA ouvre des perspectives très, très, très importantes. Et on a des chantiers encore. C'est surtout travailler sur des indicateurs qui peuvent prédire donc, tout ce qui est indicateurs macroéconomiques et surtout pour encore améliorer la partie analyse technique. Et ça se fait déjà à l'international. C'est adapter l'IA. Et là, donc, ça va être vraiment à partir d'algorithmes de deep learning, d'adapter l'IA à l'analyse graphique, donc pouvoir détecter des figures graphiques. Je sais déjà que Renaissance Technologies à l'international, qui est très connue, utilise l'IA pour détecter ces figures graphiques.